En première chose, déjà, je pourrais contextualiser en disant que le travail du dirigeant, c'est pratiquement la moitié de son temps pour la paperasse. C'est générer de l'innovation pour augmenter sa marge. On sait que 30% de la marge est liée directement à l'innovation et 52% d'augmentation de chiffre d'affaires si il innove correctement. Ce sont des vrais indicateurs qu'on utilise et qu'on voit au quotidien. Et c'est quelque chose qui doit avoir en tête tous les jours lors de son travail. Première chose aussi pour le financement, il doit avoir un diagnostic 360, une vision globale de l'entreprise qu'il a de façon tacite mais qui doit être assez exhaustive. Une stratégie, parce que c'est bien d'avoir le chemin qui lui permet d'arriver là où il s'est fixé les objectifs. Une organisation, parce que l'organisation humaine permet justement de mener à bien cette stratégie, mais aussi les financements, le contexte, l'environnement, les partenaires qu'il peut avoir, la préparation à l'export. On sait que 85% de son marché est à l'export. Si c'est fait de façon non coordonnée, l'export peut être un danger. Si c'est bien organisé et intégré dans la valorisation de son intangible, c'est des moments de réussite qui sont extrêmement intéressantes pour l'entreprise. La transformation digitale, elle est surtout en ce moment absolument vitale. Celle-ci n'est pas forcément intuitive et rentre en compte dans la potentialité de gain pour l'entreprise. On va voir aussi donc toute la mesure de performance opérationnelle et commerciale. Pourquoi ? Parce qu'un client content, c'est un client qui paye. Donc forcément, si je mesure la valeur, c'est directement lié à la capacité de l'entreprise de transformer sa solution ou son produit en argent, en cash, en résultat, en chiffre d'affaires dans le bilan. Le parrainage des grands comptes. On va avoir souvent des partenaires grands comptes qui vont pouvoir aider les entreprises à l'export, mais aussi par des partenariats, par de l'innovation, par des choses nouvelles. Et il faut que ce soit bien valorisé parce que quand on partage des choses, il faut savoir à qui appartient ces petits. Et valoriser l'immatériel permet de conscientiser pour le dirigeant cette valeur et de pouvoir la partager lors du parrainage avec ses corporates. Et enfin, pour ceux qui sont concernés sur la partie industrielle, les diagnostics industrie 4.0, parce que de pouvoir digitaliser la partie industrielle permet d'être beaucoup plus compétitif, diminuer les risques et d'avancer. Donc tout ça, ça rentre en compte pour les financements parce que ça apporte des preuves de flux, des garanties et ça augmente potentiellement la valorisation. Ensuite, on va avoir un deuxième point qui quotidiennement dans la tête du dirigeant, ça va être que le marché rencontre le produit. Souvent, on va avoir des personnes ou des entreprises qui ont une solution technique qui répond à un besoin d'après le dirigeant et qui a du mal à trouver son marché, tout simplement parce que facturer un client, c'est pas pareil que d'avoir une solution technique qui répond uniquement à une solution, à un problème. Donc, de pouvoir valoriser la capacité du dirigeant de transformer sa solution en produit, c'est extrêmement important. Troisième point, tous les matins, tous les jours, on a des dirigeants qui nous disent est-ce que je vais dans le bon sens ? Est-ce que mon cap est bon ? Est-ce que le poids administratif du 50% du temps dont je parlais tout à l'heure pourrait pas être transformé en choses concrètes de développement pour l'entreprise ne serait pas une bonne chose. Quand on conscientise, pour revenir au début, l'immatériel pour le dirigeant, on se rend compte que ça lui permet comme ça de lever la tête et d'organiser son financement, la rencontre du marché avec son produit et de savoir plus précisément s'il va dans le bon sens, si le cap est bon. La direction, en général, il connaît, mais le cap, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir des retours clients et bien connaître son écosystème. Alors, Erwan, vous qui êtes amené à conseiller un certain nombre de clients, quelles sont selon vous les difficultés couramment rencontrées par les startups ? Un bilan qui est faible. Pourquoi ? Parce que vous mettez beaucoup de choses en bas de bilan en demandant à des banques. Il y a peu de choses en haut de bilan parce que l'actif sans l'immatériel est faible. Peu de connaissances de bons outils, tout simplement parce que il existe beaucoup de produits. C'est compliqué d'avoir chose de simple, utilisable au quotidien. La robustesse du produit, vous produisez, et c'est aussi une contrainte de pouvoir dire à un client que sur une jeune entreprise, une entreprise naissante, quoi qu'il se passe, il pourra être livré, il pourra utiliser la solution ou le produit, et ça peut bloquer certaines ventes.
tout simplement parce qu'il y a un problématique de confiance qu'on peut apporter. Enfin, donc le nombre de clients, au début, par définition, il y a peu de clients. Il y a peu de clients parce que tout simplement, vous êtes en début d'activité. Et ça, il faut donc chaque client est une conquête différente et il faut pouvoir le rassurer et démontrer que vous pourrez générer du cash dans le bilan en fin d'année pour refinancer la suite des opérations. Et ensuite, comme c'est effectivement des gens qui vous remontent des informations au fur et à mesure, vous connaissez peu les différents interlocuteurs et les nouveaux clients que vous avez. Donc on va dire ça peut être une remise en cause donc de la valeur, une problématique de confiance et puis de communication pour la levée de fonds. Alors, au vu de ces difficultés, en quoi valoriser son entreprise et notamment son patrimoine immatériel est primordial pour une start-up? Alors, tout à l'heure, on a parlé de stratégie. Donc pour nous, en fait, le fait de pouvoir valoriser, de pouvoir suivre son immatériel, c'est de pouvoir construire la route entre ma valeur d'aujourd'hui et ma valeur à 3-5 ans, quand je vais faire une série A, une revente, une mise en bourse. Et ça, de pouvoir suivre cette route et de savoir où on en est, c'est quelque chose qui n'est pas facile si c'est intuitif. Donc le fait de pouvoir valoriser, et vous voyez là le détail des 12 items de l'immatériel, de savoir où on en est sur chaque item qu'on peut détailler. Donc le seul item qui va capter du cash, c'est le capital client. Donc, où en est votre client? Qui est votre client? Est-ce qu'il faut que je garde mon client? C'est des questions qu'on peut se poser en fin d'année. Ça, c'est quelque chose de primordial pour vous donner le carburant pour que l'entreprise avance. Ensuite, on va avoir le capital environnemental, en ce moment très important. Le capital innovation, pour cette fameuse, je vous parlais tout à l'heure de marge ou de chiffre d'affaires supplémentaire. Si vous voulez vous démarquer, vous innover, eh bien, vous avez des chances de remporter un marché plutôt que votre voisin. Ensuite, le capital organisationnel, comment je suis organisé, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, en cas de surcharge de travail, en termes de confinement. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est des points qui, bien organisés, permettent d'améliorer la valeur d'entreprise, diminuer les risques, donc par définition, en augmenter la valeur. Le capital donc actionnarial, pourquoi? Parce qu'il y a des actionnaires qui sont passifs, d'autres qui sont actifs. Alors, s'il y a un rapprochement humain entre l'actionnaire et le dirigeant qui se passe bien, ça peut être productif. Si c'est l'inverse, ça peut être plutôt destructeur et compliqué à gérer pour le dirigeant. Un capital marque, souvent, on va avoir des gens qui vont déposer des marques, mais qui ne s'en occupent plus. C'est dommage, parce qu'une marque, sa vie, et il faut vérifier le dépôt, vérifier, en faire la veille, voir si c'est pas usité différemment, contrôler son actif, capital marque, qui peut être demain sujet à la revente, la négociation ou au partage avec les associés. On va avoir le capital sociétal. Souvent, je dis, c'est vrai que d'imposer le bonheur, c'est pas évident. Par contre, d'avoir une équipe qui va dans le même sens, c'est primordial pour avancer. Et ça, c'est nécessaire pour dire, quand j'ai un produit, un client content, une équipe qui fait du bon travail, qui va dans le même sens, ça génère de la satisfaction client et interne, et ça se voit très vite. Le capital IT, ça forcément, quand vous digitalisez, vous avez affaire aujourd'hui à un client, vous devez être digitalisé. Donc de pouvoir être bien organisé, qu'un ERP, un CRM cohérent qui vous convient, pas trop compliqué. Centraliser l'information, ne pas être vérifié que vous n'avez pas eu d'attaque ou de vol d'informations sur votre système. Le capital réseau, tout simplement parce que votre écosystème, tout le réseau que vous avez peut vous permettre d'aller plus vite. Je prends un exemple concret. Vous voulez vous implanter en Allemagne, vous ne connaissez pas de partenaires sur place. En général, c'est assez compliqué pour un Français de s'implanter en Allemagne. Donc il faut un agent sur place, il faut parler la langue, il faut des conseils, il faut un expert comptable, et l'allemand n'est pas une langue, on va dire, à premier lieu facile pour un Français, ainsi que de travailler dans ce pays. Le capital sourcing, savoir où vous allez vous fournir pour votre production, le capital partenarial et le capital humain, qui est le principal capital qui fait, dans les 5 premières années, avancer l'entreprise. Donc, fort de tout cela, on voit que la valorisation, elle est liée donc à la sweat equity, donc c'est la sueur que vous avez mis dans l'entreprise, à la propriété intellectuelle que vous devez donc protéger pour pouvoir la valoriser. À la PP, tout est fait pour que ce soit simplifié, que vous puissiez le faire. Et tout ça génère du cash dans l'entreprise, donc le carburant pour pouvoir avancer. Donc, si je valorise bien mon capital immatériel, je peux dire que ma start-up peut avancer correctement dans le même sens avec des clients satisfaits et une équipe qui restera fidèle.
Et par conséquent, quels sont les risques pour une start-up qui n'effectuerait pas cette démarche de valorisation, ou en tout cas qui la négligerait? Alors, pour être très simple, euh, premièrement, déjà, c'est la remise en cause de la valeur, parce que si c'est mal documenté, mal fait, il y a des normes, il y a des gens en face qui s'appellent les commissaires aux comptes, il peut y avoir un contrôle au niveau de l'administration, et que ce soit pas bien documenté ou pas fait dans les règles de l'art, ça peut être une remise en cause avec un dirigeant qui en est responsable. Donc ça, c'est un risque qui n'est pas négligeable, qui est à prendre en compte. Un autre risque au niveau de la dilution pour le dirigeant où il perd une partie de sa valeur. Euh, Ça, c'est des risques vraiment principaux qui peuvent être embêtants, qui peuvent bloquer la gouvernance, l'entreprise et le développement. Ensuite, on va avoir un risque qui va être au niveau de tout ce qui est de la partie clientèle. Tout à l'heure, je parlais de l'item client. Si vous connaissez mal vos clients, eh bien, vous ne pouvez pas forcément bien protéger votre partie chiffre d'affaires et marge. Je rappelle qu'avec le confinement, on estime que une mauvaise gestion du poste client, c'est une perte de 15% de valeur. Votre entreprise vaut 1 million d'euros. Vous gérez mal votre poste client, vous perdez potentiellement 150 000 euros. C'est beaucoup parce que si vous apportez une garantie à la banque en fonds propres, vous diminuez de 150 000 euros, vous devez à la fin de l'année le déclarer, ça peut tout changer par rapport à un accord bancaire. Je prends l'exemple régulièrement d'une entreprise qui était en difficulté, qu'on a aidé. Au bout d'un mois, on a structuré, on a valorisé l'immatériel, on a donné une visibilité au banquier qui a pu se positionner avec une franchise de 2 ans pour le remboursement, un prêt sur 5 ans, un taux qui était un petit peu au-dessus de 2%, sans garantie. Et donc, l'entreprise a pu redémarrer, embaucher 2 personnes, et là, elle est en train de doubler son chiffre d'affaires. Ça, c'est des choses très concrètes. Donc, si on gère mal ces risques, tout simplement, c'est la perte de confiance des partenaires financiers, de la gouvernance, la perte de fichiers, de cyber-risques, toute la partie informatique, là où vous stockez vos données, qui peut être embêtant. Sans parler de la production, et puis de l'humain, des gens qui peuvent être démotivés. Et on va avoir une grosse partie aussi sur la partie confiance, parce que vous avez toute une partie où quand on donne de la garantie à des financiers, on peut avoir soit des fiducies sûreté, c'est-à-dire qu'on encapsule avec votre avocat une partie de votre valeur. On peut entiercer à l'APP, donc là Cindy en parlerait mieux que moi, mais c'est une façon de protéger votre propriété intellectuelle pour qu'elle soit transférée en cas de besoin, sinistre, problème, défaillance d'entreprise. De protéger un prix de transfert avec un commissaire-priseur, peu utilisé mais très efficace pour l'international. L'apport au bilan avec un commissaire aux comptes. La certification avec le banquier, parce qu'on peut, sur plusieurs pays, certifier les comptes d'une entreprise à l'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes législations par pays, Belgique, France ou ailleurs. Et ça, c'est très important pour le dirigeant qui n'a pas forcément la possibilité ou le temps d'aller se mettre sur des règles internationales de type IFRS. Et enfin, toute la communication post-levée de fonds, parce que votre fonds ou votre investisseur, il va attendre de la communication. Si vous communiquez mal ou que le risque est trop important, vous risquez d'avoir des problèmes pour communiquer ou être à l'aise avec votre communication interne. Et si la communication n'est pas bonne ou c'est que le fonds, ça se passe mal, en général, ça ne se finit pas bien avec votre fonds. Oui. Et pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux startups, et notamment pour minimiser tous les risques que vous venez d'évoquer? Tout simplement, pour résumer, ce que l'on fait pour nos bientôt plus de 1500, 2000 clients qu'on a pu accompagner en 10 ans, c'est de dire que le fait de pouvoir valoriser leur immatériel, donc conscientise tout ce qu'on vient d'expliquer en ligne, sur quelques pages, ça en fait prendre conscience. Et souvent, quand on en prend conscience, le dirigeant tout de suite, il sait comment pouvoir régler les problèmes avec ses propres moyens, de façon simple, parce qu'il connaît son entreprise, il connaît ses équipes et il connaît ses clients. Donc ça, après la technique de mise en œuvre, ça c'est relativement simple, on peut trouver les gens. Par contre, le dirigeant, lui, quand il voit les choses, il sait trouver la solution. Ensuite, un autre problème à régler, ça va être de pouvoir faire suivre les risques liés à toute la partie contractuelle, qui est en fait le fait que ce soit plutôt harmonieux en cas de problème ou en cas d'avancée rapide de l'entreprise. Et puis, la protection de l'IP, je garde pour la fin, la protection de la propriété intellectuelle, c'est l'actif qui génère la valeur de l'entreprise, dont je parlais tout à l'heure, donc 30% de marge. Et celle-ci, il faut la protéger pour pouvoir la valoriser.
La protéger comment? Là, je laisserai l'APP montrer comment c'est possible, mais ça se fait en ligne simplement, où il faut identifier cette valeur à forte valeur commerciale qu'on va déposer, on va entiercer, et qu'on pourra demain, par vente de licence, revendre. On va avoir aussi une possibilité en face de pouvoir augmenter sa valeur, qui pourrait être mise au bilan l'année d'après ou en cours de route. Et sur cette valeur, sur cette propriété intellectuelle, pouvoir conscientiser, c'est les risques. Donc il faut faire un petit peu de veille, voir si vous n'êtes pas copié, vous n'êtes pas parasité, donc copié par un voisin, ce qui permet de garder cette avancée. Alors, merci Arwan pour toutes ces informations.